Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la médiathèque de Chaponneau, le 17e podcast publié sur le site de la médiathèque. Cette semaine, vous êtes l'équipe au complet de la médiathèque qui va vous parler de coups de cœur, de nouveautés ou moins nouveautés, de toutes les tranches d'âge. On va avoir de la jeunesse toute jeune, de la jeunesse moins jeune, des adultes, des romans, des documentaires. Pas de CD, pas de DVD vu que vous en avez eu une belle fournée la semaine dernière. Avant de commencer, on va, comme d'habitude, parler des animations qui sont à venir. Alors, on va avoir la prochaine animation. Ce sera en fait une exposition photo qui a déjà été mise en place depuis le début de la semaine dans le hall de la médiathèque. Une exposition sur Venise et son carnaval, qui se clôturera. Donc, l'exposition commence cette semaine, le 25 janvier, et se terminera le 7 février. Et pour clôturer cette exposition, on aura une rencontre musicale animée par Jean-Noël Desmar qui nous parlera de la musique baroque, donc la musique de l'époque du carnaval de Venise. Ce sera entrecoupé d'extraits musicaux et animé également par des musiciens baroques qui viendront à la fois vous présenter des instruments de l'époque qui n'existent plus vraiment maintenant, enfin qui existent encore puisqu'ils en jouent, mais qui sont plus vraiment utilisés dans les orchestres, et qui joueront quelques petits morceaux également. Donc ça se passera le samedi 6 février à 10h30. Donc c'est gratuit et sur inscription, c'est pour toute la famille. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou à venir à la médiathèque pour vous inscrire. Voilà pour les animations importantes. On a aussi le café lecture qui aura lieu le lundi 8 février à 14h, donc pour les personnes concernées. Et si d'ici là il n'y a pas de nouveau podcast, on peut déjà vous annoncer les animations habituelles qu'il y a pendant les vacances de février. C'est bientôt déjà les vacances. Donc on va avoir mardi 16 février les siestes littéraires. Rayon d'éventail. Donc à 14h, ce sera le mardi 16 février à 14h, ce sera la sieste littéraire pour ados adultes. Je sais plus sur quel thème ça porte. Le Château des Pianos. Le Château des Pianos, un conte musical lu par Pierre Arditi. Magnifique. Et donc le jeudi 25 février à 14h, une deuxième sieste littéraire pour ceux qui auraient loupé la première, donc sur le même thème. C'est pour les enfants à partir de 7 ans et pour les adultes jusqu'à quel âge Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de Quand limite. on aime. Ok. Donc il y aura 2 ciné-goûtés également, les traditionnels ciné-goûtés. Mercredi 17 février, ce sera le ciné-goûté pour les plus jeunes, les enfants de 2 à 7 ans à 16h. Ce sera un film qui s'intitule Pierre Lapin. C'est une adaptation des livres de Béatrix Potters. Mais c'est une adaptation plutôt récente, c'est fait en 3 dimensions. En 3D. C'est pas un dessin animé. Le mercredi 24 février à 15h, on aura le second ciné-goûté. Là, c'est à partir de 6-7 ans. Et ce sera un manga, Pathéma, qui se nomme Pathéma. Donc, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site internet ou de venir nous voir directement à la bibliothèque. Comme toutes nos animations, elles sont gratuites et sur inscription. Voilà, on va pouvoir passer au cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Monique. Alors moi j'ai choisi en premier lieu un conte parce que j'ai un gros faible pour les contes. J'aime à dire voilà, que c'est une histoire complètement différente des autres puisqu'elle est là pour nous faire réfléchir, pour nous transformer. Elle existe depuis très très longtemps. Avant c'était la tradition orale et donc il y a aussi un rôle de transmission dans ce conte. Alors celui que j'ai choisi aujourd'hui s'appelle L'Invisible, écrit par Marie Diaz et illustré par Bruno Pilorget. Il a été ce conte recueilli en 1848 au Canada auprès d'Indiens chasseurs-cueilleurs semi-nomades répartis sur la côte est du Canada et le nord des États-Unis. Alors l'histoire en quelques mots, l'invisible, c'est le titre, serait le plus valeureux des chasseurs. On le dit superbe, généreux, irrésistible, mais personne ne l'a jamais vu. Toutes les jeunes filles veulent bien sûr le voir et l'épouser. Une seule y parviendra, elle s'appelle La Brûlée, mais je n'en dis pas plus, vous découvrirez qui elle est. Alors ce qui est un peu fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle est très proche de celle de Cendrillon, sauf que ça se passe sur un autre continent, à une autre époque, mais à croire que les valeurs véhiculées dans le conte, eh bien, elles sont universelles
Dernière chose à dire, c'est un bel objet, il est original par sa forme, il s'ouvre vers le haut comme un calendrier. Le dessin, en fait, ce sont des magnifiques gouaches, pleines pages, elles sont en haut, donc elles surplombent le texte, et ça s'appelle un format italien, un format à l'italienne. Voilà, n'hésitez pas à découvrir ce conte et tous les autres, quel que soit votre âge, c'est pas du tout réservé aux plus jeunes, on peut aussi prendre beaucoup de plaisir à lire un conte en étant adulte. Ensuite, on change d'univers, une bande dessinée qui s'appelle Tempête au Haras. Au départ, c'est un roman de Chris Donner qui, pour info, ce petit roman fait partie du prix littéraire CM2 de l'école Martel et il a été adapté en BD. Depuis plusieurs années, ça se fait vraiment couramment en jeunesse, je ne sais pas si Emilia en adulte aussi. Voilà, il y a énormément de romans qui sont adaptés. Alors, en ce qui concerne le scénario, c'est l'auteur lui-même qui a adapté son œuvre et les dessins sont de Jérémy Moreau. L'histoire, donc ça se passe dans un haras, dirigé par Philippe et Agnès, et tout au long du livre, la vie dans le haras est décrite avec grande précision. Une nuit, naît simultanément un poulain, le poulain Tempête, et le fils de Philippe et Agnès, qui s'appelle Jean-Philippe. L'enfant donc va grandir avec et pour les chevaux, il a un lien vraiment très très fort avec eux. Et un jour éclate un orage monstrueux, les parents sont absents, et le petit Jean-Philippe va essayer de calmer la jument et sa fille. Mais la pouliche affolée va le piétiner, l'enfant est gravement blessé et son rêve de devenir jockey est plus que compromis. Je ne raconte pas la fin, bien entendu. Donc au départ déjà une très belle histoire pour tous, de la part d'un auteur, ça il faut le souligner, qui a une connaissance parfaite des chevaux et de tous les milieux qui gravitent autour. Il est question de passion, d'accident, de handicap, de courage, de dépassement de soi et donc d'espoir. Et le dessinateur, lui, avec le talent qu'on lui connaît, eh bien, il a su parfaitement illustrer cette histoire avec parfois des images très fortes. Donc je vous la recommande. Au niveau du classement, c'est en BDJ divers, voilà, puisque c'est pas une série. Alors maintenant, on passe au roman. J'ai choisi un petit roman pour les enfants de 8-9 ans, on va dire, en gros public CE2, qui s'appelle La chouette qui avait peur du noir. Alors, première chose à dire, c'est un roman animalier, ce qui me plaît bien, c'est plus tellement la mode en ce moment, et ça fait du bien de temps en temps de retrouver un petit roman où le héros est un animal. En l'occurrence, là, c'est une petite chouette, Plop, une petite chouette effraie, qui habite avec ses parents en haut d'un grand arbre. Elle ressemble à toutes les petites chouettes, sauf sur un point, elle a peur de la nuit. Alors, elle reste au nid, tandis que ses parents partent chasser. Et puis le jour, elle est réveillée, pleine d'entrain, donc elle est un peu décalée, vous l'aurez compris. Et du coup, le jour, autant elle a peur de la nuit, mais le jour, elle est curieuse et elle va descendre de l'arbre où elle est perchée. Et au fil des jours, elle va faire d'étonnantes rencontres. La petite chouette va-t-elle se laisser convaincre de devenir un oiseau de nuit? Eh bien, vous le découvrirez. C'est un récit touchant, rassurant, joliment illustré. Et un roman pour dépasser ses peurs, quelles qu'elles soient, pas seulement la peur de la nuit. Donc, il est intéressant à plusieurs endroits. Et je terminerai, là, en saute de tranche d'âge, une série fantastique pour les ados, en 2 volumes, de Christelle Dabos, qui s'appelle La passe miroir. Et cette série a une particularité, puisque Christelle Dabos, elle est lauréate d'un concours du premier roman jeunesse, organisé par Gallimard, RTL et Télérama. Et franchement, c'est prometteur. Alors l'histoire, mais l'héroïne, c'est Ophélie, une jeune fille timide, passionnée par son métier dans son musée. Elle cache par contre des dons singuliers, puisqu'on est dans le fantastique. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Alors elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima, quand on la fiance assez brutalement à Thorn, un homme froid et austère, qui appartient, lui, au puissant clan des dragons. Donc Ophélie, eh bien, voilà, elle doit quitter sa famille assez brutalement, le suivre à la Citaciel. La Citaciel, c'est la capitale flottante du pôle. C'est quoi le pôle? C'est un lieu lointain, froid, moins 25 degrés, et austère. Pourquoi a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, la jeune fille va devenir le jouet d'un complot mortel. Alors c'est une histoire originale,
très novatrice, le roman aborde beaucoup de thèmes, le courage, le mariage, l'esprit de famille, la confiance, mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est l'univers. C'est grandiose, c'est recherché, détaillé. Voilà, c'est quelques mots qui pourraient décrire cet univers assez délirant, assez étourdissant, des mondes séparés, des arches volantes. La citatienne, on en a parlé, c'est une idée vraiment folle, un petit peu mystique, et je pense que cet auteur, à tout point de vue, a fait vraiment un travail de titan qui se voit à la lecture. Le style est fluide, agréable, digne des plus grands, rythme soutenu, parfois même affolant. Et le personnage, voilà, personnage d'Ophélie, vraiment unique, très développé et profond. On voit une fois de plus que l'auteur a beaucoup travaillé ses personnages et qu'elle y a passé du temps. Parce que franchement, à certains moments, on communie vraiment avec cette héroïne. Ses émotions sont les nôtres, elles nous transcendent, la peur, la joie, la tristesse, la surprise. Nous traversent vraiment personnellement. Car cette pauvre Ophélie, baladée de main en main, elle est livrée à elle-même, sans personne pour l'aider ni l'aimer. Mais c'est pas la seule héroïne, on a aussi toute une palette de personnages impressionnante, vous l'aurez compris, donc c'est un énorme coup de cœur. Alors je dis juste, mais quand c'est de qualité, c'est pas un problème, on prend son temps, il y a quand même 500 et quelques pages pour chaque volume. Voilà, donc une série ado, mais qui peut aussi être lue par des adultes. Et je passe la parole à Emma. Oui, alors moi je vais vous parler d'un livre pour l'instant invisible. Invisible parce que nous ne l'avons pas reçu à la médiathèque, qui va faire partie d'une prochaine commande. Un livre invisible mais qui nous parle d'impossible. Il s'agit du dictionnaire de l'impossible de Didier Van Covelert. Didier Van Covelert, donc écrivain d'une trentaine de romans à peu près, prix Goncourt 94 pour un aller simple, et qui nous parle ici d'impossible, de faits inexpliqués, de guérisons miraculeuses. Donc des choses irrationnelles, mais qui ont été vérifiées scientifiquement. Par exemple, j'ai sorti dans l'avant-propos quelques histoires. Un poussin qui attire vers lui un robot par la puissance de sa pensée. Donc en fait, c'est une expérience qui a été faite par un docteur, le docteur Péoc en 86, qui a soutenu sa thèse par rapport à ça. Et vous savez un poussin, quand il sort de sa coquille, la première chose qu'il voit bouger, il l'appelle maman. Et là, en l'occurrence, donc ce chercheur, il a mis un robot à la place d'une maman poule. Et donc le poussin identifie le robot en tant que sa maman. Et l'expérience qui a été faite, c'est qu'il a placé ensuite le poussin dans une cage en verre. Et le poussin quand même attire vers lui ce robot. Donc le poussin attirerait ce robot par uniquement la puissance de sa pensée. Donc c'est une expérience psychophysique. D'autres faits irrationnels qui vont être présentés dans ce dictionnaire. Par exemple, un militaire qui dessine dans ses moindres détails un sous-marin construit en secret 10 km plus loin. Donc phénomène paranormal, phénomène peut-être de clairvoyance. Et donc ce sont tous des faits historiques qui ont été vérifiés scientifiquement. Aussi une résistante s'empêchant de parler sous la torture nazie en pratiquant la bilocation. Alors la bilocation, c'est un phénomène paranormal qui a été aussi relaté plusieurs fois. Voilà, un dédoublement de la personne physique en deux endroits différents. Donc alors qu'elle était torturée, elle aurait été vue dans un métro parisien et avec une présence vraiment physique. Elle a été décorée ensuite par le général de Gaulle et il lui a demandé, il espérait qu'elle n'était pas en même temps décorée par Churchill à la fin de la guerre. Voilà, donc des expériences, des histoires tout à fait étonnantes, des guérisons aussi miraculeuses, les fameuses guérisons à Lourdes. Oui. Donc il y a à peu près 7000 guérisons à Lourdes, mais 68 seulement ont été validées par l'Église. Trop de miracles tue le miracle. Donc c'est peut-être fait passer vous aussi. Oui, voilà. Oui. La fameuse histoire de la mémoire de l'eau. Donc voilà, donc un dictionnaire de l'impossible avec des histoires vraies, historiques et voilà que je vous conseille à lire prochainement.
à la médiathèque. Et on va le trouver où, ce livre? Dans la médiathèque? Dans l'ésotérisme, au rayon 130 MIS. Et le pôle. Pôle santé famille. Super. Voilà. Et je laisse la parole maintenant à Eve. Alors, moi je vais vous présenter 3 livres. Le premier, c'est une pièce de théâtre de Yasmina Reza qui s'appelle Art. Le deuxième, un documentaire sur l'entraînement urbain. Et le dernier, un roman d'anticipation, Une pluie sans fin de Michael Faris Smith. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai acheté quelques pièces de théâtre dont on avait entendu parler ces derniers temps, mais qu'on n'avait pas dans nos collections. Donc je me suis jetée sur Art de Yasmina Reza, que je vous conseille vraiment de lire, parce que c'est une pièce hyper actuelle sur le goût des autres, en fait. Le goût des autres et jusqu'où jusqu'où une amitié indéfectible depuis par exemple 15 ans peut-elle aller? Est-ce qu'elle peut être soumise, on va dire, aux affres du goût des autres? Puisque 3 amis, donc il y a Pascal, il y a Serge, Marc et Yvan, donc ils se côtoient depuis de nombreuses années, ils sont très très amis. Il y en a un qui est dermato, un autre ingénieur en aéronautique, un autre, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il adore lui ménager la chèvre et le chou. Et donc il se retrouve chez Serge qui vient d'acquérir un nouveau tableau qu'il a payé une fortune. Et en fait c'est un tableau blanc un petit peu comme la pièce de ça y est. Le monochrome de Whiteman. Voilà. Donc c'est exactement ça. Et alors là, il y a un de ses copains qui va lui dire, mais c'est une horreur. Et puis comment tu peux avoir mis une telle fortune dans un tableau pareil, quoi. Et donc là, ça va être la foire d'empoigne. Le débat va s'élever et va vraiment s'ancrer, va s'éloigner du monde de l'art pour s'approcher du goût des autres. Et dans le goût des autres, on va vraiment toucher le fond de ce qu'on est nous-mêmes. Et qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment reliés les uns aux autres, voilà. Donc c'est une super pièce qui avait été jouée en 94. Il y avait Lucchini, Pierre Arditi et Ivan Vanek. Donc voilà, à lire, vous le trouverez au rayon théâtre de la médiathèque. Pôle art vivant. Voilà. Et ça fait vraiment ressortir les non-dits, vraiment le fondement même de l'amitié en général. Donc allez-y sans modération. Ensuite, je vais enchaîner avec Entraînement urbain. Alors ça, c'est un documentaire sur tous les exercices à faire. Alors, pour les femmes et les hommes qui souhaitent entretenir leurs fessiers, leurs cuisses, etc., plutôt que de faire ça en intérieur et de courir sur un tapis entre 4 murs. Les 2 auteurs, en fait, ce sont des experts en sportifs et des coachs sportifs, et ils sont experts aussi en santé sportive. Ils ont créé ce bouquin assez original puisque on utilise le mobilier urbain comme outil de sport. Donc, hormis le fait d'avoir vos baskets et votre short ou votre survêt s'il fait plus froid. Vous pouvez utiliser un banc, par exemple, un escalier, un pas de porte, des chaînes aussi qu'on trouve souvent dans les villes portuaires, pour faire des exercices qui vont vous faire travailler donc les abdos, les cuisses, le dos, voilà, tout le corps. L'intérêt, c'est que le livre est découpé justement par agrès, par mobilier. Vous avez toujours l'objectif... exemple, renforcer les jambes et le cardio sur un escalier. Vous avez les plus, voilà, améliorer la coordination générale, travailler l'endurance. Vous avez le niveau de difficulté et comment on doit réaliser l'exercice. Voilà. Donc vous le trouverez au rayon gym, 796.4 gym. Et voilà, allez-y sans modération. Vous pouvez créer un petit circuit à travers Chaponneau, pourquoi pas, traverser la médiathèque et le hall. Et on décline toute responsabilité en cas de casse de banc. Ah bah oui, ça c'est sûr. Voilà. Ouais, ça c'est sûr. Et le dernier que je n'ai pas sous les yeux, mais qui s'appelle Une pluie sans fin, qui est actuellement en lecture au Café Lecture, par les lecteurs du Café Lecture, de Michael Faris Smith. Ça c'est un premier roman qui est génial, qui m'a rappelé La route de Cormac McCarthy.
et Mad Max aussi, le film de Mad Max. C'est entre les deux en fait. Donc c'est un roman qui est construit vraiment comme un western post-apocalyptique. Il est très très noir et il décrit quelques semaines de la vie de Cohen. Donc Cohen est veuf de sa femme Elisa. Il était éperdument amoureux d'elle et elle a été tuée lors d'une tornade aux États-Unis. Elle a reçu en fait un morceau de métal qui lui a brisé le cerveau. Et elle était enceinte de leur fille à naître, une petite fille à naître. Donc il a perdu sa femme et sa fille à naître lors d'une tornade. Et il se trouve que ces tornades vont se répéter, et avec le réchauffement climatique, l'espacement entre chaque tornade va se réduire au point que les jours se succèdent les uns aux autres, au milieu d'une pluie sans fin, d'où le titre, une pluie infinie. Donc il faut imaginer un ciel gris, une pluie discontinue. La Bretagne. Une pluie continue, voilà. Non, la Bretagne reste quand même les pauvres. C'est pas continu. Et donc il est là à chérir le souvenir de sa femme qu'il a enterrée dans le jardin de la petite maison dans laquelle il survit. Et il tente de sauver sa peau dans le sud d'une Amérique qui est dévastée par ces ouragans et ces pluies diluviennes et qui a été littéralement abandonnée par les autorités, livrée aux pillards et aux caïds en tout genre, et qui tentent tous de tirer leur épingle du jeu. Alors la plupart d'entre eux s'épuisent à essayer de retrouver le trésor du casino de Las Vegas, dont la rumeur dit qu'il aurait été enfoui non loin des ruines de l'ancien bâtiment. Donc faut imaginer un état vraiment cataclysmique avec des gens vraiment inondés de pluie, en train de creuser la terre, voilà, pour trouver un hypothétique trésor. Et alors dans ce climat très sombre, à la Mad Max, où la nature et les bêtes sauvages ont repris leurs droits, et ben ce Cohen il va s'acharner à garder sa maison et donc les tombes de sa femme, de sa fillette. Et il a pour unique compagnon un chien et un cheval errant qu'il a apprivoisé. Et il va croiser malgré lui la route d'un groupe de naufragés qui survit en fait sous la houlette d'un bourreau, donc qui a kidnappé des femmes par exemple et qui en fait de sa chair à pâté et qui veut il voudrait en fait refaire une nouvelle société américaine. Donc il engrosse chacune de ces femmes qui vont donner des enfants et donc Cohen va sauver ce groupe. Le problème c'est que c'est un fardeau de plus dans un milieu sans espoir en fait. Donc leur destin va être lié et ça va être une course-poursuite pour essayer de survivre à la prochaine tornade qui va être la plus dévastatrice qui soit. Et ils vont essayer de gagner cette frontière invisible au-delà de laquelle un semblant de vie, on va dire, raisonnable et encore actuel pourrait encore exister. Donc voilà, c'est cette course-poursuite entre la furie des éléments, la furie d'êtres humains qui sont vraiment qui sont devenus pires que des bêtes, hein, qui sont là pour sauver leurs fesses et piquer tout ce qui peut être mangeable, être utilisable. Voilà, donc un roman à lire d'une traite et qui vous laissera sans voix, comme moi je l'espère. Voilà, Une pluie sans fin de Michael Faris Smith. Donc il sera disponible la semaine du 8 février. Voilà. Bonne lecture. Et je laisse la parole maintenant à Domi. Merci. Donc on va revenir dans le secteur des enfants. Et plus particulièrement donc des bandes dessinées, deux nouvelles séries qu'on va vous proposer. Donc la première, ça s'appelle Les Trop Super, donc où on va découvrir la vie de deux super-héros. Alors dans la vie de tous les jours, c'est un petit tigre et une petite tortue, Balbir et Bruno. Mais quand ils deviennent des super-héros, donc on a Flash Tortue et Super Tigre, donc qui vont résoudre les énigmes qui vont se présenter à eux. Donc on va avoir donc Jurassic Pool, où nos deux super-héros donc vont devoir combattre un dinosaure qui effectivement va poser des problèmes à tout le monde.
Dans l'autre, c'est la trouilleuse fantôme, où là, ils vont devoir résoudre problèmes de nature, voilà. Donc, c'est très très bien fait pour les plus jeunes lecteurs, parce que les illustrations, donc c'est les découpages de cases sont très bien faits, très lisibles, parce qu'on sait que la bande dessinée c'est pas toujours facile à lire pour les premiers lecteurs. Donc c'est très très bien fait, c'est très bien adapté aux plus jeunes. Donc c'est plein d'humour, d'aventure, et puis il y a toujours à la fin une petite explication, soit une sensibilisation à l'environnement, soit une explication. Donc par exemple dans le Jurassic Pool, on apprend effectivement que les poules sont des descendantes directes des dinosaures, les dents en moins bien sûr. Donc voilà, donc moi je le conseille vraiment comme première bande dessinée pour les plus jeunes. Donc Les Trop Super, on en a 2 actuellement donc à la médiathèque. Une autre bande dessinée que les enfants connaissent si les enfants lisent Toboggan, donc ça s'appelle Avni. Et là, donc, c'est un petit animal vraiment non identifié, à qui il arrive aussi plein d'aventures, et un super petit animal qui se transforme. Donc, il peut avoir des grands bras, il vient une grosse tête, il change de couleur. Voilà, avec un papa qui reste à la maison et une maman qui travaille à l'extérieur. Donc, je trouve que c'est bien aussi de le souligner. Et donc à qui il arrive aussi plein d'aventures, voilà, donc humour, aventure, avec donc Avni qui s'adresse peut-être un tout petit peu, on va dire voilà 6-7 ans, mais qui est vraiment dans la trame d'une bande dessinée classique. Voilà, moins adapté au premier lecteur par rapport au Trop Super. Donc deux nouvelles séries bien sympathiques à découvrir donc dans les bandes dessinées enfants, et puis voilà. Je vais passer à 2 autres livres qui sont sur à la fois la peinture et sur l'art. Donc le premier, ça s'appelle En un tour de main, donc que les enfants ont pu découvrir lors d'une animation maternelle. Donc les premiers dessins qu'on fait faire souvent, c'est représenter sa main, donc tremper sa main dans la peinture et puis la poser sur une feuille de dessin. Et là, grâce à ce petit livre, vous allez pouvoir décliner de plein de façons la petite main que les enfants ont posée sur une feuille de papier. Donc ça peut être des fleurs, des animaux. C'est très très ludique, c'est pas compliqué du tout, et ça permet d'occuper les mercredis après-midi pluvieux ou avec les vacances qui vont arriver. Donc occuper vos chers bambins avec simplement un peu de peinture. Alors bon, et de laisser leur imagination vagabonder. Voilà, tout à fait. Donc il y a plein d'idées, mais on peut en inventer plein d'autres. Donc c'est très voilà. Celui-ci, vous allez le trouver donc en petit album documentaire, voilà, sur les couleurs. Donc, si vous avez donc des enfants avec une âme d'artiste, l'autre livre s'appelle Musée de Sourisette. Et donc c'est l'histoire d'une petite souris qui effectivement décide de quitter sa maison parce qu'il y a trop de bruit, et donc au fil des pages va cherche un nouvel abri déjà, et va rencontrer des animaux très différents d'elle, mais aucun ne peut l'accueillir. Mais c'est l'occasion pour l'auteur au fil des pages de nous faire découvrir en illustrant de façon assez réelle, on va dire, même si ce ne sont pas les œuvres originales des peintres. Voilà, si on va découvrir Haring, Mondrian, Matisse, c'est quand même revu et corrigé par l'illustrateur, par Kitry Laborde. Mais ça permet aux enfants de découvrir quand même le style, voilà, donc on va dire à la façon et de Van Gogh, donc ça permet de repartir à la recherche des originaux et
de pouvoir découvrir avec eux une multitude de peintres. Donc, tout en suivant cette aventure de cette petite souris qui recherche un ami avec qui elle pourrait, avec qui elle pourrait partager sa demeure. Donc, c'est vraiment très très joli, de très belles illustrations et une jolie petite histoire. Voilà. Donc ça, vous allez le trouver en album blanc, ce qu'on appelle des albums blancs. Donc c'est Musette Sourisette de Stéphane Milroux et Kitry Laborde. Et un petit dernier, parce que c'est aussi un grand livre, hein, mais qui sera au niveau des documentaires. D'Édouard Monceau, donc c'est vrai que j'allais dire une référence, Édouard Monceau, qui un jour est allé dans une classe de CP et qui s'est rendu compte que les enfants ne savaient pas forcément ce que voulaient dire ces deux lettres CP. Donc il s'est amusé, lui, à décliner de plein de façons ces deux lettres. Donc c'est un petit peu un inventaire à la Prévert, hein, puisque CP ça peut vouloir dire classe de pingouins, compas de pingouins, mais ça peut être aussi caméléon précis. Enfin, ça laisse une ouverture à l'imagination des enfants. Et puis à la langue française aussi, hein, puisqu'on peut effectivement inventer plein de choses et voilà. Donc c'est à la fois ludique, c'est drôle et c'est plein de découvertes. Donc vous l'aurez dans les documentaires et en 793. Hein, Monique, tu es d'accord? Oui. Voilà. Donc non, parce que comme c'est pas mon domaine, je demande voilà. Donc vraiment à découvrir, c'est à la fois pour jouer, pour faire preuve d'imagination et voilà. Et c'est d'Édouard Monceau. CP, ça veut dire quoi? Voilà. Bah, très bien. Je crois qu'on a fait le tour d'une bonne partie des documents de la médiathèque. Je laisse Monique qui veut rajouter un petit... Oui, non, je voulais juste en profiter pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on a un grand présentoir central qu'on appelle le lutrin, qui sera dédié d'un côté aux nouveautés de toutes sortes et de l'autre côté à une thématique. Et là, on démarre par la musique en rapport un peu avec notre rencontre musicale du 6 février. Donc n'hésitez pas à choisir des livres sur des albums, des romans, des docs. Sur cette thématique ou des nouveautés de l'autre côté. Films. Voilà. Et ben voilà, je crois que là on a vraiment fait le tour de ce qu'on avait à présenter pour la médiathèque. On vous remercie tous d'être restés jusqu'au bout de ce podcast. On vous retrouve dans un prochain podcast très bientôt et probablement même avant à la médiathèque. N'hésitez pas à consulter tous ces documents sur le catalogue de la médiathèque en faisant soit des réservations s'ils sont empruntés ou en venant directement dans le lieu pour les emprunter. Donc on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée suivant le moment où vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à peut-être dans 2 semaines. À bientôt. Et à très bientôt. Au revoir.